Bonjour, mon nom est Lucie Gélineau. Il me fait plaisir de prendre la parole. Je tiens à remercier l'ARQ dans un premier temps pour la création justement de cet espace de parole. Alors, ce n'est pas une présentation de résultats de projets de recherche, c'est plus une réflexion que je vous amène ancrée dans mes années de pratique et qui s'inscrit aussi dans toute une réflexion concernant un ouvrage sur l'analyse collective que nous sommes en train d'écrire, notamment là, dans le cadre de cette année sabbatique dans laquelle je me suis engagée. Donc, le titre de ma présentation, les recherches-actions participatives comme lieu potentiel d'exacerbation des injustices épistémiques, point d'interrogation, intérêt d'une réflexion éthique. Avant d'aborder la question ou de poser la question, j'ai besoin juste de prendre quelques minutes avec vous pour vous situer un petit peu d'où émerge cette préoccupation-là. Ça fait environ 30 ans là, que je suis praticienne en recherche-action participative dans toutes sortes d'univers. Alors, j'en ai fait ma thèse de doctorat, j'ai travaillé au niveau postdoc. Après ça, comme chercheur d'établissements en centre de santé et services sociaux. Par la suite, comme chercheur communautaire. Et depuis 2014, comme professeur-chercheur, donc à l'Université du Québec à Rimouski, campus de Lévis, en travail social. Donc, au niveau de mener des projets, accompagner des projets, former aussi des étudiants et étudiantes là, à la pratique de la recherche-action participative, que je vais nommer souvent RAP là, par son petit nom. Un autre élément important, c'est que j'ai été initiée à la recherche-action participative en Amérique latine et en Inde dans les années 90, alors que j'étais en charge d'un institut d'été au Centre de recherche pour le développement international, donc le CRDI, RDRC, CID. Et dans le cadre de ces instituts, j'ai pu échanger, prendre la parole avec des dizaines de chercheurs engagés dans les démarches de recherche-action participative pour une plus grande, notamment justice sociale. Et toute leur réflexion politique autour de la nécessité de recherche-action participative est venue aussi teinter donc ma pratique, même fortement teinter ma pratique. Autre élément, je travaille essentiellement le focus avec les groupes du milieu, les praticiens, les intervenants, intervenantes, les experts, expertes de vécu sur des questions de pauvreté et d'exclusion sociale au Québec. Et ces dernières années, dans le cadre d'un collectif de recherche participative sur la pauvreté en milieu rural qu'on a mis en place là, à l'UQAR, toujours campus de Lévis, pour pouvoir travailler ensemble avec nos partenaires, les communautés de la région Chaudière-Appalaches et plus largement sur le territoire desservi par l'UQAR. Fait que ça aussi, la réflexion d'aujourd'hui est ancrée là, dans ce travail avec les communautés, avec les praticiens, praticiennes, avec les intervenants, intervenantes, avec les citoyens, citoyennes engagés. Définir un peu aussi recherche-action participative. Alors, si je regarde une des définitions à la racine, à l'origine du mouvement, il y a plusieurs, on va voir, il y a plusieurs courants en recherche-action participative. Donc, ce sont des approches de recherche qui font l'effort de conjuguer des méthodes de participation communautaire à la prise de décision, donc à celle de la recherche sociale. Alors, c'est vraiment cette conjugaison à la fois des pratiques communautaires et de la recherche sociale. Toutefois, il faut voir que c'est une famille, la famille des approches participatives dans le cadre d'une recension systématique des écrits qu'on a réalisée il y a quelque temps. On est tombé sur des dizaines d'appellations d'approches participatives en recherche. Donc, la RAP est une comme une sous-dimension de ce foisonnement de démarches de recherche participative. Et aussi, il faut voir qu'il y a une polysémie, mais aussi, des fois, on utilise beaucoup la recherche-action participative comme terme, mais ce terme-là, en soi aussi, présente des significations particulières. Et nous, dans notre pratique, on tente vraiment de s'enraciner dans deux fondements principaux. Donc, c'est de favoriser une appropriation maximale de la méthodologie de la recherche par les acteurs terrain, par les acteurs du milieu, et aussi dans une perspective de changement social, donc il y a toute une réflexion sur les rapports de pouvoir, donc ancrée dans une réflexion liée à la théorie critique là,
dans la production de connaissances. Et quand on parle d'appropriation maximale, mais on parle vraiment de la réalisation de projets de recherche en l'absence de chercheurs par des membres de la communauté ou des intervenants qui sont donc profanes en matière de recherche. Ce qui aussi caractérise un peu notre pratique, c'est vraiment qu'on a mis un accent ces dernières années sur l'analyse collective qualitative. Donc, faire en sorte que la communauté non seulement participe à toutes les étapes de la recherche, mais participe aussi à cette analyse collective des données. Donc, permettent de regarder les données à partir de leurs différents savoirs, expériences et expertises. Et donc, on favorise aussi, on soutient par des communautés de pratique la recherche autonome de projets de recherche par des citoyens engagés, par des praticiens et praticiennes, par des intervenants et intervenantes qui utilisent la recherche sociale à toutes sortes de finalités, notamment comme stratégie d'intervention dans les milieux ou auprès des personnes. Pour cette présentation-ci, je m'appuie sur un cadre théorique en particulier qui est celui de la justice cognitive, décliné aussi en injustice épistémique. C'est deux façons de nommer un peu ce grand champ. La justice cognitive, ce qu'elle dit, c'est que essentiellement, c'est Viswanathan, qui est un chercheur indien, qui mentionne comme quoi que la justice cognitive réfère à l'importance de reconnaître le droit de différentes formes de savoir de coexister. La pluralité, donc, des formes de savoir doit aller au-delà de la tolérance ou du libéralisme et prôner une reconnaissance active de la nécessité de la diversité. Alors, Viswanathan fait beaucoup référence au savoir premier, donc des populations notamment autochtones, des savoirs culturels, artisanaux, agricoles, mais aussi plus largement, on peut penser à tous les savoirs d'expertise, d'expérience des premiers concernés, par exemple, de la pauvreté, des savoirs pratiques, des savoirs esthétiques, donc différentes formes de production de connaissances et de savoirs. Les injustices épistémiques vont venir un petit peu qualifier ceci. Fricker a eu l'habileté à la fois de faire un peu un amalgame des théories féministes en recherche et des théories justement des Suds en recherche pour baliser un petit peu ce cadre de référence au niveau des injustices épistémiques qui réfère tout simplement à un tort fait à quelqu'un, en particulier en sa qualité de connaissant. Et elle nomme qu'il y a deux types d'injustices épistémiques, donc l'injustice de témoignage, qui se produit lorsqu'un préjugé amène un auditeur à donner un niveau de crédibilité moindre ou plus important à une parole donnée. Donc, on peut penser que le savoir académique, par exemple, va avoir une crédibilité plus affirmée. Et d'autres... Et on ne parle pas ici de fake news, je vais revenir tantôt. Donc, et l'autre, c'est l'injustice herméneutique. Donc, il se produit à un stade préalable lorsqu'il y a des lacunes dans les ressources d'interprétation collective qui désavantagent injustement quelqu'un dans sa capacité à donner un sens à son expérience sociale. Donc, il y a des lacunes au niveau des capacités d'analyse, alors que ça peut être pour toutes sortes de raisons. Donc, qui amène cette lacune-là à pouvoir prendre position sur la place publique pour pouvoir alimenter le débat politique et public sur la nature des phénomènes sociaux. Alors, mon postulat de départ, c'est tout simplement, et ça a vraiment caractérisé ma pratique de la recherche-action participative ces dernières années, c'est que la recherche-action participative, de par justement son travail de conscientisation, ce questionnement-là sur les rapports de pouvoir et d'appropriation des outils de recherche scientifique, c'est vraiment un moyen pour des non-universitaires de prendre du pouvoir dans la production de connaissances. Et pour nous, il y avait 4 lieux où il y a cette prise de pouvoir-là est manifeste, donc le droit de prendre la parole, donc dans des espaces où on laisse place à leur expérience, au vécu, notamment par exemple de pauvreté et d'exclusion sociale.
mais plus largement que ça, donc le droit de produire de la connaissance, donc de s'approprier ces modes scientifiques de production de connaissances, donc penser une question, recueillir des données, les analyser, écrire bien sûr et diffuser, d'analyser. Analyser, c'est super important pour nous, d'où les stratégies d'analyse collective et de citer, c'est-à-dire en ayant fait sien les résultats de ces recherches-là, de pouvoir les utiliser en toute légitimité sur la place publique. Aidant donc le droit de citer. Et tout ça, donc, c'était vraiment dans nos fondements, c'était en vue d'une plus grande justice herméneutique. C'est-à-dire qu'en se donnant des outils de production de connaissances scientifiques, les citoyens engagés qui ont les vécus de pauvreté et d'exclusion sociale, les praticiens, les praticiennes, les intervenants, intervenantes, les élus, mais ça donne des outils pour donner du sens à l'expérience sociale d'oppression. Donc, ça leur donne une place dans la production de connaissances. Mais voici que depuis quelques années, justement à la lumière de ces cadres théoriques, j'en arrive à un questionnement de fond, à savoir si en privilégiant l'appropriation du mode scientifique de production de connaissances comme moyen justement de contrer les injustices herméneutiques, on ne se trouve pas à invalider d'autres modes de production de connaissances, que ce soit les savoirs pratiques d'expériences traditionnelles, et donc ce faisant, paradoxalement, de renforcer les injustices de témoignage, donc de renforcer les injustices épistémiques. Et donc, d'un point de vue d'une éthique qu'on peut appeler quotidienne, on peut se demander, voir si un enjeu éthique pour la chercheure professionnelle que je suis en termes de réduction des risques de préjudice. Dans la recherche action participative, les préjudices ne sont pas seulement des préjudices envers une personne, ce sont des préjudices aussi envers une communauté dans laquelle s'inscrivent, s'enracinent les démarches de recherche participative. Pourquoi est-ce qu'il y aurait préjudice ici? C'est qu'on porterait atteinte à l'intégrité culturelle. L'intégrité culturelle étant ici perçue dans son sens très large. Je suis anthropologue de formation, donc voir qu'est-ce qui vient modeler, mouler mon rapport au monde et me permet de produire des connaissances par rapport à ce monde dans lequel je m'inscris. Alors, on peut se poser la question, voir des savoirs, c'est bien beau, mais est-ce qu'on peut vraiment parler d'un savoir d'expérience de la pauvreté? Pour les savoirs premiers, les savoirs autochtones, c'est bien documenté avec les ethnosciences. Pour les savoirs pratiques, il y a eu beaucoup de réflexions sur les communautés de pratique. Je pense aux écrits de Wenger, par exemple. Je pense aux écrits de Schoen. Ça commence à être bien documenté sur les façons de produire ces connaissances esthétiques. Mais sur les connaissances et les savoirs d'expérience de la pauvreté, les gens ont tendance à penser que c'est peut-être plutôt de l'ordre du témoignage. Et pour explorer un petit peu ça, on a commencé juste sur une base informelle. J'ai commencé à interroger les experts de vécu qui travaillent avec nous depuis de nombreuses années là, dans différents projets de recherche, sur des tables de concertation, et comment donc ils constituent leur savoir. Et ça va devenir éventuellement un projet de recherche parce que c'est fascinant. Alors, on s'aperçoit vraiment que dans leur façon de constituer leur savoir, il y a vraiment une place de réflexivité. Alors, ils réfléchissent sur leur situation, ils tentent de faire sens de leur expérience, mais en étant engagés avec d'autres personnes qui vivent la pauvreté. Donc, les gens se font un devoir d'aller questionner, d'aller rencontrer, d'échanger, de parler avec d'autres personnes pour pouvoir avoir une vision plus large des vécus de pauvreté. Puis là, mais en tissant des liens entre leur propre expérience avec celle de l'autre dans lequel ils sont engagés dans un dialogue, dans une réflexion, et celle des autres personnes avec lesquelles ils se sont engagés au cours de leur vie et des années où ils sont experts de vécu, à ce moment-là, il y a un savoir qui émerge. Et il y a donc une auto-analyse à la fois de leur expérience et des expériences des autres, une auto-analyse critique. Une des personnes avec lesquelles je parlais de façon informelle, elle parlait toujours du passage du nous au je, au nous. Donc, partir dans sa démarche, elle part vraiment d'elle située dans un collectif, dans un ensemble de personnes qui vivent des situations de pauvreté. Ça peut être distinct, là, soit avec une situation d'aide sociale,
sociale, comme travailleur pauvre, comme personne à la retraite qui a peu d'argent. Il y a plusieurs déclinaisons de la pauvreté. Au jeu, donc, de le ramener à son expérience, puis à partir de là, avec l'écoute de ce qu'elle entend, donc de recréer un retour au nous pour voir que, bon, ben, les préjugés qui étaient présents, les savoirs, les expériences vécues, finalement, font écho aux expériences des autres. Puis quand on tente de comprendre, voir qu'est-ce qui nous lie dans ces expériences-là, il y a une connaissance qui est produite. Et cette connaissance-là va être affinée aussi en présence des autres acteurs, soit dans le cadre d'une recherche-action participative ou dans le cadre de tables de concertation. Donc, en écoutant les autres personnes qui voient ou qui interprètent ou qui documentent ou qui nomment des informations sur la pauvreté à partir de leur savoir, mais ça permet de relever les singularités de leur expérience, apporter de la nouveauté dans l'échange ou des précisions ou des recadrages. Donc, il y a vraiment une constitution d'un savoir, d'expérience de la pauvreté. Toute une réflexion sur qui peut porter la parole et au nom de qui. Donc, pour les gens qu'on a rencontrés, c'est vraiment avoir l'expérience directe de la pauvreté. Pour certains, il faut vraiment que ce soit une pauvreté qui soit actualisée, vécue au moment où ils vivent, où ils portent cette étiquette-là d'expertise de pauvreté, parce que sinon, il peut y avoir des rapports de pouvoir, un changement dans les statuts qui s'opèrent. Et l'idée est toujours de partager en vue d'apporter des changements pour améliorer la vie des personnes vivant des situations de pauvreté. Donc, il y a vraiment un engagement, une croyance profonde que leur contribution va faire en sorte que ce savoir-là qui est partagé va aider à peut-être à entraîner, à mettre en place des changements, que ce soit politiques ou d'action ou d'intervention. Il y a de la rigueur dans la façon de produire cette connaissance-là. Fait que pour eux, le fait d'avoir l'expertise de première main, d'aller vers des personnes qui ont des vécus différents de pauvreté, d'avoir cet ancrage terrain-là, ça donne de la crédibilité à leur savoir. Le fait qu'ils ont des stratégies aussi, ce sont quelques experts de vécu autour d'une table, c'est de voir un peu quelle est la réaction des personnes. Fait que il y a un souci que leur expertise, ce qui est partagé, fasse écho aux autres experts de vécu, même si les expériences sont différentes, mais qu'il y ait reconnaissance de ce savoir-là. Ça fait que c'est une forme de confirmation. Et aussi ce souci-là de justice, donc il n'y a pas seulement des retombées pour soi, mais pour tous et toutes personnes qui vivent en situation de pauvreté. Donc, l'idée, ce n'est pas d'apporter un témoignage pour changer des choses pour soi, mais c'est d'apporter des connaissances pour changer des choses par rapport à toutes les personnes qui vivent la pauvreté, pour apporter des changements systémiques en matière de lutte à la pauvreté et l'exclusion sociale. L'enjeu éthique qui est révélé ici, c'est tout simplement que peut-être qu'on s'est posé cette question-là parce qu'on est passé d'une posture où on disait que la recherche-action participative est un lieu pour donner une voix aux personnes qui sont peu entendues, à une place pour porter une expertise, un savoir des personnes qui vivent ces situations de pauvreté-là. Et ça, c'est peut-être ce glissement-là ou cette transformation-là est peut-être dû justement au fait qu'on a développé beaucoup d'espaces d'analyse collective et notamment aussi beaucoup d'espaces de croisement de savoir. Et donc, ça amène peut-être justement ce glissement-là, de voir que ce n'est pas seulement une voix, mais qu'il y a vraiment un savoir aussi qui est constitué. Et ça met en lumière, selon nous, certains enjeux qui nous apparaissent problématiques, toujours à la lumière de notre expérience. Donc, c'est l'enjeu éthique révélé. Donc, est-ce qu'on peut penser qu'il peut y avoir une instrumentalisation des savoirs au service de la recherche? Quand on pense, par exemple, à des chercheurs qu'on dit communautaires, donc quand des chercheurs engagent des gens de la communauté parce qu'on se dit qu'on va avoir une connaissance plus fine, donc on va être, par exemple, plus en mesure d'aller chercher des populations plus exclues, d'affiner les outils de collecte, il va y avoir un lien de confiance qui va s'établir lors d'une collecte de données. Donc, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir instrumentalisation donc des savoirs au service de la recherche?
Est-ce qu'il peut y avoir tout simplement un détournement, à savoir que la présence d'experts de vécu, par exemple, ou de praticiennes n'est pas tout simplement perçue comme un moyen de renforcer certains critères de rigueur de la démarche scientifique? Donc, ça aussi, il y a un risque de détournement, si on veut, du rôle joué par les experts de vécu. Donc, ça fait bien sur, ça fait bien sur une demande de subvention, ça fait bien dans une publication, mais quelle est la place vraiment qui est donnée à ces savoirs-là? Mais des fois, on peut le questionner. Et finalement, la non-reconnaissance, ça c'est peut-être le plus important pour nous, la non-reconnaissance que ce savoir est préexistant ou émerge d'un dialogue. Est-ce qu'on peut penser qu'il n'est pas coopté par le scientifique, donc, donc il reçoit l'étiquette du scientifique, mais dans les faits, il était déjà préexistant avant d'être mis dans la moulinette là, de la recherche-action participative. Et donc, à ce moment-là, ce savoir-là qui était préexistant, mais tout simplement accrédité comme valide par la recherche-action participative. Et ce faisant, donc, on dévalue toujours le fait que c'est un savoir en soi euh, euh, produit par les personnes qui vivent ici des situations de pauvreté. C'est intéressant parce que quand on regarde toute la réflexion éthique de ces dernières années sur la recherche-action participative et toutes les CBPR, les Community-Based Participatory Research, il y a beaucoup d'enjeux ou de dimensions qui ont été rapportées qui ont trait soit à la dimension éducative, relationnelle, justice sociale, rapport de pouvoir. Mais par rapport au fait qu'il y aurait une réelle connaissance produite par les communautés, on ne les retrouve pas dans les critères. Alors, je ne rentrerai pas dans les détails ici, mais il y a peut-être deux critères, là, notamment quand je regardais plus à fond, le raisonnement pratique. Mais souvent, le raisonnement pratique, ce n'est pas nécessairement un savoir, c'est plus le savoir toujours mis au service de la bonification de la démarche de recherche pour qu'elle soit plus porteuse pour la communauté. Ce n'est pas une reconnaissance en soi du savoir. Préexistant là, à la démarche scientifique ou en parallèle à cette démarche scientifique-là, qui a une autonomie, une viabilité. Même chose pour la sensibilité culturelle. On aurait peut-être pu penser que c'est sensibilité culturelle dans le sens des modes hauts de production de connaissances, mais c'est plus sensibilité culturelle dans le sens de rapport de pouvoir au sein d'une communauté, par exemple les rapports hommes-femmes. Alors, comment aborder cet enjeu-là éthique? Alors, il faut vraiment penser les espaces de convergence des savoirs scientifiques et des autres formes de savoir. Donc, comment réellement penser et faire avec d'autres formes de savoir. Donc, il y a peut-être moyen de former, penser d'autres stratégies, s'inspirer. Bon, je pensais, par exemple, à toute la réflexion de Basarab Nicolescu sur le tiers inclus dans la transdisciplinarité pour pouvoir dépasser les apparentes incohérences entre deux modes de production de savoir pour passer à un autre niveau de production de savoir. Des modes différents d'intelligence collective comme la sociocratie, par exemple. Il y aurait peut-être aussi à passer par toute la recherche qui est faite vraiment sur les peuples premiers, les savoirs autochtones. Ça, je n'ai pas exploré cette dimension-là, mais ça pourrait peut-être venir nourrir notre réflexion sur les savoirs d'expérience. Et bien sûr, soutenir les espaces de création des savoirs de vécu. À la lumière des échanges préliminaires, on s'aperçoit que c'est vraiment, ça manque. Donc, déjà mettre en lumière que c'est un mode de production de savoir, ça dépasse le témoignage, ça dépasse simplement rapporter son expérience personnelle, créer des espaces pour porter ces savoirs de façon pérenne. Il n'y a pas de revue, il n'y a pas de lieu où il peut y avoir une visibilité de ces savoirs, créer des communautés de pratique pour experts de vécu, encore là, pour développer un sens d'appartenance, affiner la production de ces savoirs et de ces connaissances. Et tout l'enjeu de la reconnaissance, du tu es qui, toi, et de la honte portée par le poids de certaines expertises, notamment l'expertise de pauvreté et d'exclusion sociale, notamment en milieu rural. Donc, conclusion, mise en débat, tout simplement, c'est de dire que lors de projets de recherche-action participative enracinés dans des perspectives critiques, l'éthique en recherche devrait tenir compte des injustices épistémiques, notamment de témoignages, du fait que ces projets peuvent potentiellement renforcer ces injustices, à moins d'embrasser une réelle posture de co-construction, coproduction de connaissances.
Donc, le débat est lancé, hâte de pouvoir en jaser avec vous là, dans le cadre de la séance plénière. Alors, merci de m'avoir écouté. Au revoir.